Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Ludovic. Merci d'avoir répondu présent à ma demande d'interview. Alors, vous avez été psychiatre et psychothérapeute et vous avez eu la chance de rencontrer des enseignements non duels que vous transmettez aujourd'hui au travers de textes, d'ouvrages et également au cours de rencontres que vous organisez. Est-ce que vous pourriez développer pour commencer un petit peu ce parcours et nous parler des rencontres, des influences ou des maîtres que vous avez pu avoir et nous expliquer ce qui vous a amené en fait à vouloir enseigner l'approche non duelle. Ok, donc disons que c'est vers l'âge de 30 ans qu'il y a des questions existentielles qui se sont éveillées dans mon intériorité et j'ai croisé la route d'enseignement de métaphysique pendant un an et demi dans la région parisienne, hein. J'ai suivi des enseignements de métaphysique qui ouvraient sur des dimensions, disons, plus subtiles que celles du corps physique, hein. Et puis ensuite, j'ai rencontré l'enseignement de Krishnamurti par un article posthume juste à sa mort, peut-être la revue Troisième Millénaire, je ne me souviens plus. Il y avait un article posthume et qui m'a vraiment percuté. Et là, on peut dire, pendant 6 mois, j'ai absorbé à peu près tous les ouvrages de Krishnamurti parce que c'était un langage qui, je trouvais extraordinaire. C'était la première fois que j'avais l'impression que quelqu'un décrivait ce que je vivais dans mon intériorité, chose que je n'avais pas rencontrée dans le monde de la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse, je l'ai peu étudiée, mais là, c'était vraiment une évidence. Et puis, ensuite, je suis tombé, entre guillemets, sur des ouvrages de Ramana Maharshi. Et peu de temps après, la vie m'a amené à rencontrer Jean Klein. Et donc, je suis resté auprès de Jean Klein, j'ai suivi son enseignement, plus ou moins jusqu'à sa mort. Voilà. Et est-ce que vous avez commencé à partager ce message juste après avoir rencontré Jean Klein ou c'est quelque chose qui est venu plus tard? Disons quelques années après, hein, j'ai commencé d'abord par organiser quelques congrès pour faire le lien entre la santé mentale et ces approches-là de la connaissance de soi, hein. Donc j'organisais des congrès et puis petit à petit j'ai été amené à faire des temps de partage de méditation, on va dire, d'éveil au silence intérieur, de choses comme ça. Et puis ça s'est petit à petit mis en place. Voilà, sans rythme. D'accord. Et alors aujourd'hui, comment est-ce que vous qualifieriez votre approche? Est-ce que vous considérez que c'est une approche de la non-dualité? Enfin, comment est-ce que vous définiriez votre enseignement? Donc, je dirais, on pourrait parler de deux aspects de connaissance de soi, c'est-à-dire d'apprendre à observer le corps mental, hein, les rouages du fonctionnement psychique, du fonctionnement égotique, hein, du fonctionnement du personnage égotique, et la connaissance du soi, c'est-à-dire la découverte de cette conscience d'arrière-plan qui ne change pas, qui est un silence d'arrière-plan, qui est en dehors des transformations que subit le corps mental. Et donc, c'est la source de nous-mêmes, la source de notre être. Donc, d'abord, tout le monde, plus ou moins, fait connaissance avec son corps et son mental, hein, chacun à sa manière. Mais déjà, on peut dire qu'il y a un apprentissage d'apprendre à écouter, d'apprendre à observer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, hein. On nous apprend à raisonner, on nous apprend à interpréter les choses, mais à écouter et observer sans interpréter, ça, c'est déjà quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, il y a une familiarisation avec cette qualité d'écoute et d'observation silencieuse, hein, qui en fait est déjà une porte ouverte vers la méditation, vers la contemplation, hein. Donc, on apprend déjà à observer, écouter notre corps tel qu'il est, c'est-à-dire sans vouloir qu'il soit différent. On apprend à écouter le fonctionnement de notre mental tel qu'il est, sans chercher à ce qu'il soit différent. On apprend à vivre la survenue des émotions quand elles viennent,
sans interpréter, sans s'enfermer dans des conclusions. Donc on se familiarise avec cette écoute et cette observation naturelle qui ne stimule pas le mental, disons, Mmh. dans lequel on ne rentre pas dans des intellectualisations diverses. Et ensuite, donc à partir de là, on peut, si on en éprouve le besoin, s'il y a un questionnement qui vient en nous, hein, on va venir à interroger, mais qui donc est le connaisseur de ce corps mental? À partir d'où est-ce que l'expérience des sensations, des émotions et des pensées se fait? Donc là, il y a une forme d'investigation, une forme de questionnement qui va s'éveiller en nous, où notre attention va se va se détourner des objets de perception, sensations, émotions et pensées, pour se retourner vers cet arrière-plan à partir duquel les sensations, les émotions et les pensées sont expérimentées. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'investigation de la nature du soi, de la nature de la conscience. Donc, qui est déjà possible quand le corps mental est un peu apaisé, parce que quand le corps mental est en pleine agitation, évidemment, ça n'a aucun sens d'approcher les choses sur ce plan-là. Donc, il faut déjà qu'il y ait une relative tranquillité pour qu'une compréhension de ce type puisse commencer à s'éveiller. Donc, ce que j'entends là, c'est qu'il y a quand même une place, importante, de la pratique, d'une certaine pratique dans l'approche que vous partagez. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors déjà, on peut dire une pratique de l'écoute, une pratique de l'observation, hein, de l'accueil inconditionnel des perceptions, des sensations, des émotions et des pensées. On peut parler, si on veut, d'une pratique. Et ce mot-là est un mot évidemment ambigu parce que qui dit pratique dit volonté, dit effort, et en vérité, notre nature d'être se dévoile à nous-mêmes en dehors de l'effort, puisqu'un effort va nous projeter à l'extérieur de nous-mêmes dans un but à atteindre. Donc, dans notre nature d'être se révèle dans le parfait abandon, dans la dimension de mon effort. Mais comme cette dimension-là, elle est en général occultée, on va partir déjà d'une écoute attentive, d'une attention qui est ouverte, qui n'est pas contractée, qui est différente d'une concentration. Parce que dans une concentration, il y a une contraction. Dans une attention ouverte, on va dire, on va laisser venir les perceptions à nous, les accueils. Comme quand on regarde un tableau, au lieu de se projeter dans le tableau, on laisse le tableau se projeter en nous. C'est une manière d'observer, d'écouter, dans laquelle il n'y a pas de tension qui se construise. On apprend donc à écouter, observer, à être présent. Petit à petit, notre compréhension va mûrir et s'éveiller à son rythme. Donc, on peut parler, si on veut, d'une pratique, hein, Mmh. et sur un plan ultime, on va dire d'une non-pratique, hein, puisque à un moment ou à un autre, la pratique ne va plus être nécessaire. Donc, la pratique, c'est, on va dire, une forme de gymnastique, hein, qui peut va être valide un certain temps, mais à un moment, la pratique, éventuellement, c'est elle qui va nous quitter. On ne peut pas la quitter, la pratique, par la volonté, puisque ce serait une autre pratique, Mmh. ce serait une autre forme d'attachement, mais on peut dire à un moment, il y a quelque chose qui se détache dans notre vécu, et certaines pratiques qui avaient leur utilité pour un temps perdent de leur utilité, et elles vont tomber comme un fruit mûr qui tombe et qui quitte l'arbre. C'est spontané, ça n'est pas calculé. Donc, alors j'allais vous poser une question, mais du coup, peut-être que vous n'allez peut-être pas y répondre. Est-ce que, si vous ne deviez, conseiller qu'une seule pratique, est-ce que vous pourriez, recommander quelque chose? Ben, disons, on va parler de présence, hein. Présence. Déjà, ce mot, il est merveilleux, hein. Présence, ça contient le présent, ça libère du passé et du futur.
Donc, et ça ramène finalement à la globalité d'être, à la globalité de la conscience, hein. Découvrir, explorer la nature de la présence et l'intégrer dans sa vie quotidienne. Parce que les temps de méditation silencieuse, c'est une chose, mais ensuite, il va falloir encore que cette perspective, elle se traduise dans notre vie quotidienne. Sinon, on va être comme des doublés. Mmh. Le personnage, entre guillemets, tranquille dans les temps de méditation et le personnage agité dans les temps de la vie quotidienne. Il va y avoir un sentiment de rupture, qui n'est pas un problème en soi, hein, mais c'est la preuve que notre perspective intérieure n'est pas stable. Et justement, vous évoquiez, il y a quelques secondes, les émotions, je crois et donc et la stabilité là. Est-ce que, dans votre approche, il y a une place en fait pour, «travailler» entre guillemets avec, l'acceptation des émotions? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez? Déjà, l'acceptation, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, puisqu'en général, on passe notre vie à refuser les choses. Donc déjà, de se mettre à l'écoute de l'émotion quand elle jaillit, c'est déjà quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire, hein, parce que quand une émotion jaillit, c'est un déferlement de sensations, hein, et quand ça jaillit et que c'est complètement accepté, ben, ça va se dévoilé pendant un certain temps et puis ça va s'effacer de soi-même, sans qu'il y ait d'intervention de la volonté. Et donc ça, c'est quelque chose de merveilleux, mais il faut bien voir que l'émotion est en rapport avec la mémoire. Mmh. Les situations de la vie quotidienne, c'est pas elles le problème, entre guillemets, mais c'est les mémoires qu'elles éveillent. Et il y a souvent une confusion complète entre la situation et la mémoire qu'elle va éveiller en un instant, hein. Et donc, on ne va plus être capable finalement de discerner ce qui appartient à la situation elle-même, des émotions qui s'éveillent en nous, de mémoires, d'événements traumatiques qu'on n'a jamais digérés, qui sont restés enfermés dans le placard. Et donc là, il va falloir une forme de discernement pour reconnaître ce qui appartient à la situation elle-même dans cet instant et ce qui appartient aux mémoires non digérées qui jaillissent et qui s'interposent, comme un filtre déformant dans un appareil photo. Et du coup, ça m'amène à une autre question, c'est, est-ce qu'avant d'envisager, d'aller sur une voie, de reconnaissance de sa véritable nature, est-ce qu'il est, important de soigner quelque part son histoire ou son ego? Et ça rejoint peut-être aussi le rapport qu'il y avait entre votre pratique de la psychothérapie et de la psychiatrie et de cette approche non duelle. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un lien entre les 2 ou, est-ce que c'est compatible ou au final, est-ce que la voie non duelle, peut se suffire à elle-même? Alors je dirais déjà, il faut voir la question du choix, hein. Bon, on est persuadé qu'on a un libre choix, qu'on choisit notre vie, qu'on choisit notre scénario, etc. D'accord. Mais si on laisse de côté cette notion-là, ben, si on éprouve le besoin de se faire écouter par un thérapeute, de se faire accompagner par un thérapeute pour explorer l'histoire qu'on a eue ou les mémoires qu'on en a et se faire accompagner, ben, ça ne se discute pas, hein, c'est parfait ainsi, hein. Si on n'éprouve pas cette attraction et qu'on éprouve une attraction profonde pour la méditation, pour l'éveil au silence, écouter des messages de sagesse dans cette dimension-là, ben, c'est parfait aussi, hein. Donc, c'est notre intériorité qui va décider ce qui est prioritaire. Il n'y a pas d'incompatibilité, hein. On peut très bien approfondir le vécu méditatif et puis continuer une thérapie psychothérapique ou psychanalytique si on en éprouve le besoin. Et puis, mais il faut être honnête avec soi-même et à un moment, peut-être, si on se rend compte que ça tourne en rond, bah, simplement, ça va s'arrêter, hein. Quelque chose qui est peut-être lié à ça aussi, c'est, heu, il peut arriver qu'on utilise, le l'enseignement non duel pour éviter finalement, de faire face,
à des situations ou même à des émotions difficiles. Et alors comment est-ce qu'on peut éviter de cette sorte de contournement, heu, par la spiritualité? Alors je dirais, dès lors qu'on apprend vraiment à être présent, à être dans cette dimension d'ouverture et d'accueil, ça inclut forcément les émotions qui peuvent surgir, hein. Et donc on va donner toute notre écoute à ces émotions, à ces chagrins, à ces colères, à ces sentiments de frustration ou d'humiliation ou de victimisation qui vont pouvoir s'éveiller en nous. On va rester complètement à leur écoute, hein. Simplement, on n'est pas obligé de les croire, c'est-à-dire on n'est pas obligé pour autant de se prendre pour une victime ou pour ceci ou pour cela, hein. Mais quand on accueille l'émotion, il faut bien voir que c'est un mouvement du mental qui génère une réaction corporelle. Donc il y a une double dimension. Il y a le mouvement du mental avec le surgissement des images mentales, hein, et la réaction quasi immédiate, instinctive, automatique au niveau du corps. Donc on va se mettre à l'écoute de notre corps, se mettre à l'écoute des mouvements de notre mental et complètement les accepter, complètement les accueillir. On n'est pas obligé de les interpréter. On peut les interpréter, se dire, bon, à tel âge, effectivement, j'ai vécu telle ou telle situation et qui reste encore dans ma mémoire comme quelque chose de très présent, d'accord, mais on n'est pas obligé de les interpréter, on peut rester simplement complètement présent à la sensation, complètement présent à l'émotion, et lui permettre de se dévoiler comme une odeur qui prend toute la place dans une pièce, et puis si à un moment, si on ouvre la fenêtre, ben, l'odeur va s'évacuer d'elle-même. Plus l'espace est ouvert, plus l'espace est libre, ben plus la résurgence des émotions va pouvoir être vécue de manière naturelle et non conflictuelle. Et Hem, le travail du thérapeute, là-bas, ça va être un travail d'accompagnement, hein, puisque un des rôles essentiels du thérapeute, c'est de partager la dimension d'écoute et d'acceptation, hein, si lui-même ou si elle-même le vit, hein, de partager cette dimension-là et d'aider finalement à, à s'ouvrir à cette dimension d'écoute et d'acceptation, puisque finalement, les souffrances psychologiques sont toujours liées à des non-acceptations des choses telles qu'elles sont, pour faire simple. Dans toutes les souffrances psychiques, psychologiques, il y a une incapacité à accepter les choses telles qu'elles sont et une croyance que ça serait mieux si c'était différent ou ça aurait été mieux si c'eût été différent. Donc, ce sont des croyances. On n'est pas obligé de croire nos croyances. On peut se rendre compte que ce sont des croyances et prendre une distance par rapport à nos propres croyances. et alors, si on considère que, c'est un chemin, la non-dualité, est-ce qu'il y a un moment où on arrive, enfin la réalisation du soi est complète, je dirais, ou stabilisée et où finalement, il n'y a plus rien à faire que d'être, heu et d'accepter tout ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un point final, après lequel il y a plus besoin de pratiquer, on va dire? Disons qu'il y a le vécu d'être, une fois qu'il se dévoile, c'est pour toujours, hein. C'est le vécu la plénitude silencieuse de notre être. Une fois qu'elle se dévoile, c'est pour toujours. Mais il y a des éliminations qui vont prendre du temps à se faire, hein. Au sein de ce vécu, hein, il peut y avoir des mises en ordre qui vont se faire au niveau de notre corps physique, notre corps mental, émotionnel. Il va y avoir des éliminations qui peuvent se faire. Mais le vécu lui-même, la pureté de l'expérience directe du silence intérieur, lui, il est en dehors de tout changement, en dehors de toute évolution. Et c'est pour ça qu'on dit que, effectivement, que être est sans chemin, puisque c'est une immédiateté. C'est une absolue immédiateté et que tout chemin implique une distance et un futur. Mais être est en dehors de, d'un chemin et est en dehors d'une temporalité. C'est une immédiateté, mais une immédiateté qui est voilée par notre, on va dire, notre gang, notre coq égotique. Donc, ce que ce il faut garder une certaine vigilance en réalité. J'ai l'impression qu'il y a quand même,
heu, nécessité, si on peut le dire comme ça, de conserver, une certaine vigilance pour pouvoir, rester dans cette, acceptation de ce qui est. Voilà, et jusqu'à temps que l'acceptation soit complètement naturelle. Quand l'acceptation est complètement naturelle, il n'y a plus le sentiment d'accepter. Il n'y a plus l'idée d'accepter. L'acceptation est naturelle et chaque instant est vécu tel qu'il est. Il y a plus de résistance. Mais tant qu'il y a des résistances, eh bien, ça va demander effectivement de maintenir une écoute éveillée, une attention éveillée, pas s'endormir au milieu. Pas- Est-ce que, dans cette approche, il y aurait des contre-indications? Est-ce qu'il y a des personnes à qui il vaudrait mieux déconseiller, de suivre une voie, telle que celle que vous proposez? C'est à chacun, vous savez. Quand on propose rien, il n'y a pas de problème, on propose rien. On ne demande pas aux gens quoi que ce soit, hein. Même on ne demande même pas aux gens d'écouter ce genre de discours ou de lire ces livres, hein. Donc si les gens, ils éprouvent le besoin d'écouter ces discours ou de lire ces livres, ben, qu'ils les lisent. S'ils n'éprouvent pas de besoin, ben, qu'ils ne les lisent pas. Donc il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de conseiller quoi que ce soit. Chacun est assez grand pour déterminer ce qui est approprié, hein. Si on vient vous demander, de toute façon, même quelqu'un qui est en état d'agitation, qui prend des médicaments ou autre, bon ben ok, il n'y a pas de problème avec ça. Il peut toujours déjà écouter son corps, écouter sa respiration, essayer d'être plus présent, essayer d'un peu accepter sa vie, de laisser un peu venir les choses. Bon ben ça c'est du béaba que tout le monde peut comprendre, hein. On peut se mettre à la portée de chacun. Évidemment, s'enfermer dans des techniques spirituelles volontaristes, des formes de méditation volontariste qui peuvent engendrer évidemment des réactions, hein. La méditation naturelle, c'est une ouverture sans tension, mais les techniques méditatives qui demandent une part de volonté, comme si on voulait essayer d'arrêter le mental avec la volonté, ça peut engendrer effectivement des réactions en boomerang secondaires avec des refoulements qui vont repartir de plus belle, hein. Donc tout dépend de ce qu'on entend par le mot méditation. Mmh. Si le mot méditation est compris comme une action volontariste, il faut faire quelque chose, ben, effectivement, il y a un risque d'effet secondaire et d'effet boomerang. Si la méditation est considérée comme une attention pure, comme une écoute pure, ben à ce moment-là, il n'y a pas de risque, hein. S'il y a des choses qui s'éveillent, bon ben, on va voir ce qui va s'éveiller quand ça va s'éveiller, hein. Là, on n'est plus dans une approche volontariste. Et est-ce que, vous avez pu constater, lorsque vous étiez, psychiatre et psychothérapeute, enfin, est-ce que vous proposiez vous cette approche, à vos patients? Et est-ce que vous avez constaté que c'était une approche, qui pouvait, au-delà même, de la réalisation du soi, apporter quelque chose de positif, un bien-être? Disons, quand je travaillais comme psychiatre, c'était très rare, non, que je parlais de tout cela. J'en parlais indirectement. J'en parlais, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le sens d'accepter sa vie, d'apprendre à se détendre, d'apprendre un peu à respirer, des choses de base. Mais j'en parlais pas du tout, hein. Non, il faut vraiment que ce soit les approches là, de non-dualité pure. Il faut vraiment que qu'on soit prêt pour ça, ça apparaisse comme un besoin intérieur. Et sinon, faut rester à la portée de chacun, hein, bien sûr. Sinon, c'est que de la prêche, hein. Et vous parliez d'accompagnement tout à l'heure. Est-ce que, donc dans les approches non duelles, c'est nécessaire en fait de se faire accompagner? Ou, est-ce que quelqu'un peut se dire: «Voilà, j'ai trouvé un livre, avec des recommandations», et est-ce que la personne peut envisager
de d'avoir des réalisations en lisant un livre, par exemple? Je crois qu'il n'y a pas de règle, hein, c'est à chacun, c'est comme en ski dans la poudreuse, hein, quand vous skiez dans la poudreuse, chacun fait sa trace, hein. Donc c'est à chacun de faire sa trace et de voir. C'est vrai que de fréquenter des gens qui habitent cette perspective, ben, c'est une aide précieuse parce que sinon on va se faire juste une idée de ce que ça peut être. Mais si on a la chance de pouvoir fréquenter des êtres qui habitent cette perspective, ben c'est une aide par le phénomène de résonance, par le phénomène d'écho. Mais ce n'est pas une obligation, hein. Il se peut qu'il y ait des êtres chez qui la conscience pure s'est dévoilée sans aide particulière, hein. Pourquoi pas, hein. Et j par exemple, dans votre histoire, est-ce que le fait d'avoir rencontré, par exemple, Jean Klein a été déterminante, enfin, est-ce Ben, que c'est vous sûr, pensez hein. Ça c'est une évidence, hein. Parce que justement par l'effet de miroir, l'effet d'écho. Quand vous fréquentez des gens de ce genre-là, ben, il y a une sorte de résonance énergétique qui se fait en vous, hein, qui fait qu'une forme d'alignement qu'on ne trouve pas dans la vie ordinaire, dans le fonctionnement égotique normal, hein. Bien sûr que c'est une aide précieuse, hein, c'est une bénédiction, hein. donc vous, aujourd'hui, vous proposez, notamment, des rencontres. Alors comment est-ce que ça se déroule? Est-ce que vous avez, des exercices préétablis ou un sujet, préétabli? Ou alors est-ce que ce sont, uniquement, des questions, auxquelles vous répondez? Bon, d'abord, c'est des petites réunions amicales qu'on fait, c'est pas des gros trucs, hein, c'est des petites réunions, quelques réunions amicales qu'on fait. On fait soit des échanges comme maintenant, soit, bon, Jean-Clain enseignait des formes subtiles de yoga, des approches contemplatives du yoga. Donc, parfois, on fait comme ça des approches contemplatives du yoga, hein, pour ceux que ça intéresse, hein. Mmh. Souvent, les gens, ils sont plus intéressés par le côté déconstruction du mental, démantèlement du mental, mais l'écoute du corps a aussi son importance parce que notre corps souvent a emmagasiné beaucoup de tensions, des peurs qui se sont cristallisées dans le corps et qui, même si on veut les ignorer en se répétant 50 fois je ne suis pas le corps, mais il y a des tensions qui vont perdurer tant que l'écoute ne les a pas transmutées. Parce que quand une tension est écoutée, vraiment, est accueillie, il y a une forme de transmutation de cette tension par l'écoute, par la présence, qui va harmoniser cette crispation, qui va favoriser, on va dire, un lâcher prise naturel. Et justement, le lâcher prise ou l'écoute, ça peut être un peu délicat parce que comment, on sait, enfin, il est souvent dit qu'effectivement le fait d'écouter sans jugement et d'être présent, sans jugement, ça permet, entre guillemets, «de défaire les tensions». Comment, éviter que cette écoute ne soit en réalité instrumentalisée pour accepter sans accepter? C'est-à-dire, on accepte, mais en réalité, on se dit qu'on accepte pour juste que ça s'en aille. Donc quel est Oui, le il y a en fait un refus qui est caché derrière, hein. mmh, Donc, je dirais déjà d'apprendre, parce que on parle de lâcher prise, mais avant qu'il y ait un lâcher prise, il y a d'abord une prise. Il faut d'abord qu'il y ait une prise avant qu'il y ait un lâcher prise. Donc, au lieu de chercher à lâcher prise qui ne marchera pas si on y met de la volonté, on va prendre conscience des prises, des saisies sur nos opinions, sur nos jugements, sur nos points de vue, des saisies dans notre structure corporelle, dans nos épaules, dans nos mâchoires, dans nos hanches, dans nos mains. Donc on va se mettre à l'écoute de cette habitude de vivre dans un mouvement de saisie qui représente une sorte de pseudo-sécurité. Ah, on saisit et là, comme ça, au moins, rien ne bouge et tout va bien. Donc, on va se mettre à l'écoute de ces habitudes, ces conditionnements, ces mouvements de saisie. Et au fil de l'écoute, on va se rendre compte que ces saisies sont finalement illusoires.
c'est c'est juste dans notre mental, hein. Et alors les saisies vont petit à petit nous quitter, mais ce sont elles qui nous quittent. Ce n'est pas nous qui pouvons les quitter. C'est la saisie qui nous quitte parce qu'elle n'est plus nourrie, elle n'est plus alimentée. Et la saisie notamment, de l'ego, en fait, de ce qu'on considère être le plus, le cœur de notre personnalité. Est-ce qu'il arrive un moment où, finalement tout ça devient beaucoup plus fluide et où, bah, on arrête de souffrir en réalité? Déjà, il faut bien voir que ce qu'on appelle ego, c'est une pensée qui s'appelle moi, qui émerge dans le silence de la présence, dans le silence de l'écoute, et il y a une immédiate identification à cette pensée unique. Et à partir de cette pensée unique, il va y avoir une déclinaison infinie. Mon passé, mon histoire, mon futur, etc. Mais qu'à la base, il y a d'abord une pensée. Et donc, pour ceux qui en sont motivés pour ça, on va prendre cette pensée comme objet d'écoute et se rendre compte que cette pensée jaillit, cette pensée se résorbe. Cette pensée jaillit, cette pensée se résorbe, mais il y a quelque chose dans mon vécu qui ne jaillit pas, qui ne se résorbe pas, puisqu'il y a une forme de conscience, une sorte de conscience témoin de ce jaillissement de cette pensée et de sa résorption. C'est tout. Donc le simple fait de rester complètement présent à la naissance et à la mort de la pensée vous ramène à une forme de continuum de présence qui, lui, n'est pas soumis à l'apparition et à la disparition. Et est-ce qu'il y a un moment, où il y a plus l'apparition, en fait, de cette, Oui, bien sûr. Quand, à force d'être déconstruit, ce réflexe, il va finir par s'éteindre, mais ce moment-là n'est pas prédictible. Ça, d'accord. c'est juste quand c'est une loi cybernétique, quand vous ne projetez pas de l'énergie dans un circuit fermé, ben, le circuit s'éteint. C'est une loi naturelle. Quand on ne jette pas du petit bois dans le feu, ben, le feu s'éteint. Donc et à ce moment-là, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a plus de souffrance? Oui, c'est sûr, puisque pour qu'il y ait souffrance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui souffre. La souffrance n'existe pas toute seule en l'air. Elle se rapporte à un quelqu'un qui souffre. Donc d'abord, il y a l'idée d'être quelqu'un, et ensuite l'idée du quelqu'un qui souffre. L'idée d'être quelqu'un, elle précède la souffrance. La souffrance, c'est une expansion de l'idée d'être quelqu'un. Et quand on remonte à l'envers, ben on part de la souffrance, on parle de l'idée de celui qui souffre, et ensuite on se rend compte que ça n'est qu'une pensée qui se résorbe dans la conscience globale. Donc ça peut être un bon critère, en fait, pour quelque part jauger, son entre guillemets, «son avancée», sur, le chemin. C'est-à-dire que tant qu'on souffre, il faut encore écouter, il faut encore observer. Voilà, investiguer celui qui souffre, hein, de bien interroger qui donc souffre, et si on ne trouve pas celui qui souffre, alors qu'est-ce qui reste de la souffrance si celui qui souffre apparaît comme non existant? Mmh, Mais tant que celui qui souffre semble existant, ben la souffrance, elle va se maintenir, hein. d'accord. Est-ce que, alors c'est une question que je pose souvent, mais bon, j'ai peu de succès avec cette question, mais je persiste parce que je suis quelqu'un de têtu. Est-ce que est-ce qu'il y a, une question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre? Je pense qu'on a fait pas mal déjà, on a exploré pas mal d'aspects, hein, des choses. C'est assez complet finalement dans ce petit temps d'échange, peut-être une demi-heure. On a déjà bien exploré les choses. Ensuite, la question, dans cet instant, non, il y a pas grand-chose. En Bon, tout cas, c'était la question du pourquoi, du comment. Bon, pourquoi, comment est-ce qu'on fait pour être, évidemment.
Il n'y a pas de méthode puisque on est EST avant toute pensée. Donc, il n'y a pas de méthode pour être. En vérité, être ne s'enseigne même pas, puisque c'est un dénominateur commun à chaque être. Tout être est, mais simplement ce vécu d'être, il est, par confusion, il est associé à une histoire, à une sensation, à une émotion, à des pensées. Donc le vécu d'être lui-même est méconnu. Le vécu d'être non associé à quelque chose est méconnu. Et donc le rôle des enseignements, entre guillemets, c'est de bien prendre conscience, permettre à ce vécu d'être de rester dans sa totale pureté, solitude, sans s'associer à quoi que ce soit. D'accord. Et les méthodes et les techniques et les stratégies, évidemment, on va se rendre compte que ça ne marche pas, que ça marche jusqu'à un certain point, mais que ça ne marche pas, puisque ce que nous le sommes avant tout mouvement. Mmh. Progresser, c'est un mouvement, mais être n'est pas un mouvement, est en dehors du mouvement. Je vous remercie pour vos réponses. C'est vrai que là, on a fait quand même une belle, heu, un beau tour de ce qui peut être dit, sur, sur la question. Je mettrai, dans la description de la vidéo, les différents liens pour, vos rencontres pour vos ouvrages également, pour les personnes qui seraient intéressées. Et bah, je vous remercie vraiment de votre présence et puis de pour cet échange et Et je merci à vous, Ludovic, pour votre écoute, il n'y a pas de souci. pour la qualité de votre attention et la pertinence de votre questionnement et de la manière dont vous orientez les choses. Je vous remercie. Je vous souhaite Merci, un très bon lundi de Pâques si jamais merci vous beaucoup. Merci, Ludovic. vous dégustez des œufs et Merci. puis, très bonne journée. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.